Fidèles amis internautes de carmelmedia.info, nous sommes ici à l'hôtel Venus. Peut-être vous me voyez habillé en bleu, c'est pour vous dire que c'est le 29 mai, chaque année, les Nations Unies célèbrent la journée internationale de casque bleu. Par l'occasion, en République démocratique du Congo, une cérémonie a été organisée au quartier général de l'ONU. D'entrée de jeu, je vous propose de suivre les discours introductifs lus par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Cheo Kitundu. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, pour présenter. Monsieur le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo. Monsieur le chef d'état-major des forces des Nations Unies. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise. Monsieur le commandant de la police onusienne. Mesdames et messieurs les représentants des organismes internationaux et agences de coopération, distingués invités, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectives. Ils ont été vaillants, courageux, entreprenants, engagés, ces dames et messieurs, venus des divers horizons pour ensemble servir sous la bannière des Nations Unies à des endroits souvent difficiles et incertains. Tout ceci pour prévenir, pour rétablir la paix, pour saluer leur professionnalisme et abnégation, afin d'honorer la bravoure de ces citoyens d'ici et d'ailleurs, pour marquer la reconnaissance de la République démocratique du Congo. Le gouvernement, par ma voix, s'incline devant leur mémoire et sacrifice. La République démocratique du Congo, qui, 2 fois de suite, avait été et continue à être bénéficiaire des opérations de maintien de la paix, ne ménage pas aucun effort pour que cette noble mission de l'ONU serve à unir et à sauver les hommes à travers le monde. Néanmoins, il va sans dire, il est préférable de reconnaître ensemble que le conflit actuel ont une autre typologie qu'autrefois et qu'il faille y répondre au mieux. Devant les méthodes qui émargent des guerres classiques et avoisinent le terrorisme, la République démocratique du Congo, comme tant d'autres pays, réclame le redimensionnement des forces de maintien de la paix. En lieu de place de contingents historiques, parfois budgétivores, auxquels on attribue souvent les activités de police, il serait souhaitable de garder à cœur l'anéantissement des forces négatives en disposant des moyens appropriés qui permettraient à des unités bien adaptées de venir à bout des causes du mal en appui efficace aux forces armées de la République démocratique du Congo. Efficacité et améliorera les performances sur le terrain. L'exemple de la brigade d'intervention à l'Est est éloquent. Mesdames et messieurs, dans le souci d'une franche collaboration, le gouvernement de la République assure que l'objectif des Nations Unies tout entier, c'est-à-dire sa mission, ses fonds, programmes et agences, sera couronné de succès afin que le pays et son peuple continuent à progresser et à s'épanouir. Que vivent les casques bleus, que vivent les Nations Unies, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Là, vous venez de suivre le propos du représentant congolais. L'autre adresse est celle de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, que je vous laisse suivre. Ministre des Affaires étrangères, Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports et Communications, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres,
Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, chers représentants des agences du système des Nations Unies, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers collègues. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être présents ce matin, ici, au quartier général de la MONUSCO, pour marquer la commémoration de la Journée internationale des casques bleus des Nations Unies. Comme il a été dit, il y a 70 ans, jour pour jour, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, auquel la Charte des Nations Unies a confié la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationale, autorisé la première opération de maintien de la paix des Nations Unies. Il s'agissait à l'époque de l'organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve au Moyen-Orient, MONUSCO. Et les générations futures du fléau de la guerre, ces mots sont dans la Charte des Nations Unies. Et vous avez entendu le nombre de personnes qui sont tombées dans ce genre d'opération, loin de leur pays, loin de leur famille, pour servir la paix. Et on a eu beaucoup aussi dans ce pays. 70 ans au cours desquelles 71 opérations de maintien de la paix, qui sont un outil clé du Conseil de sécurité, ont été rendues possibles grâce à l'engagement de l'ensemble des États membres des Nations Unies et à l'apport des pays contributeurs en personnel militaire et de police. Entre 1948 et 2018, les opérations ont connu de nombreuses évolutions. À l'origine, le concept des opérations de maintien de la paix était de déployer une force neutre composée d'observateurs militaires non armés et de soldats munis d'armes légères, dont le rôle consistait essentiellement à observer le respect d'une trêve ou d'un accord de cessez-le-feu. L'objectif de l'ONU était avant tout de maintenir les cessez-le-feu et de stabiliser les situations sur le terrain en assurant un appui crucial aux efforts politiques de règlement des conflits par des moyens pacifiques. Au fil du temps, la nature des conflits a changé. Les missions dont le but initial était de faciliter le règlement de conflits entre États ont été déployées pour faire face à des conflits intra-étatiques et à des guerres civiles. Nous sommes passés de l'observation de la paix au maintien et à la consolidation de la paix à travers la facilitation de processus politiques, la protection des populations les plus vulnérables et le renforcement des capacités des pays qui émergent d'un conflit pour construire une paix durable. De symboles de paix, les missions de maintien de la paix sont devenues d'importants contributeurs et facilitateurs des processus de paix. Ainsi, les missions jouent un rôle clé dans le renforcement de la protection des civils et la neutralisation des groupes armés qui les menacent, le soutien aux processus politiques et électoraux, le désarmement et la démobilisation des anciens combattants, la lutte contre l'impunité et la promotion et la protection des droits humains. Cette évolution du maintien de la paix a été nourrie par l'expérience de maintien de la paix en République démocratique du Congo, notamment dans l'engagement avec les communautés et le développement de la politique de la diligence voulue en matière de droits de l'homme. Si en 1999, la MONUC à l'époque avait été déployée pour soutenir la mise en œuvre des accords de Saint-City, aujourd'hui la MONUSCO a pour mandat d'appuyer les autorités congolaises
dans la protection des civils et la mise en œuvre d'un accord politique, l'organisation des élections. Alors que des progrès et des succès ont été enregistrés, l'histoire de cette mission est aussi faite de nombreuses pertes en vie humaine. Dans la recherche de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo, des milliers de Congolais ont perdu leur vie. Il en est de même aux Nations Unies, où 327 collègues sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions depuis 1999. Ici, comme dans le reste du monde, le maintien de la paix est devenu extrêmement dangereux. Nous avons encore tous en mémoire l'attaque qui a coûté la vie à 15 casques bleus en décembre dernier. Tout comme l'embuscade dans laquelle est tombé un soldat pakistanais en janvier de cette année. Mais les dangers associés aux efforts visant à stabiliser des régions déchirées par la guerre ne sont pas si nouveaux. Faut-il en effet rappeler que 250 membres du personnel de l'ONU, y compris le secrétaire général de l'époque, Dag Hammarskjöld, ont perdu la vie au cours de la première mission de maintien de la paix de grande envergure déployée en 1960 au Congo, l'ONU. De telles attaques ont eu pour effet de renforcer la détermination à se battre pour la paix et à sauver des vies. Pour mener à bien ces mandats, les opérations de maintien de la paix ont dû accroître leur propre protection, ainsi que celle du système des Nations Unies et des acteurs humanitaires, afin de s'assurer que ceux qui sont dans le besoin reçoivent l'assistance nécessaire et appropriée. C'est cet idéal de paix des Nations Unies, ainsi que des femmes et des hommes déployés sur tous les continents que nous célébrons ce jour. Distingués invités, je vous remercie d'être venus, encore une fois, pour honorer les valeurs et les principes du maintien de la paix, de reconnaître la contribution des personnels de la MONUSCO à soutenir la RDC et l'ensemble des Congolais dans leurs efforts de stabiliser leur pays et construire une paix durable. Chers collègues, cette journée est la vôtre et je souhaiterais vous remercier tous pour votre travail, pour votre dévouement au service des Congolais et des Congolaises. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup. Depuis 1999, 327 cascablés sont déjà morts en République démocratique du Congo. Les tout derniers en date, 15 cascablés tanzaniens sont tombés à Semuliki en décembre 2017. Pour honorer leur mémoire, les deux représentants ont procédé au dépôt de gerbes de fleurs. Pendant cette cérémonie, Madame Florence Maréchal, porte-parole de la MONUSCO, ne s'est pas tue. Elle répond aux questions de Nikèse Mouzani.
Madame, quel est l'impact réel de cette cérémonie, de cette journée auprès des casques bleus eux-mêmes? Je pense que ces journées sont importantes pour les casques bleus parce qu'ils voient que le monde entier les regarde et le monde entier rend hommage à leur sens du sacrifice, à leur dévouement, à leur volonté et à leur engagement de servir pour la paix. Donc c'est très important pour les casques bleus. Je pense que ça leur redonne de la force et ça les confirme et les conforte dans leur engagement de servir loin de chez eux la cause de la paix. Bien, d'accord. Et pour toutes les victimes, les casques bleus qui sont décédés dans leur pays respectif, cette cérémonie est aussi célébrée à l'endroit de ces casques bleus? La cérémonie, cette journée est célébrée dans les pays où il y a une présence des Nations Unies. Par exemple, aujourd'hui, le secrétaire général est au Mali afin de célébrer cette journée. Il a décidé d'aller visiter nos confrères de la mission du Mali. Et ensuite, c'est à chaque pays, là où il y a une présence des Nations Unies, de voir dans quelle mesure ils célèbrent cette journée. La journée va bien évidemment être célébrée aussi à Genève, à New York, dans tous les grands endroits où sont implantées les Nations Unies. Madame, merci. C'est une date clé à la fois dans l'histoire des Nations Unies, du Conseil de sécurité, puisque c'est le Conseil de sécurité qui a en charge la paix et la sécurité dans le monde, et donc qui est en charge la gestion des opérations de maintien de la paix. Donc cette date du 29 mai est une date clé dans l'histoire des nations. Merci madame. À cette même occasion, plusieurs personnalités politiques ont fait leur apparition. Par rapport à la crise politique que traverse la République démocratique du Congo, je vous convie de suivre l'intervention du secrétaire général de l'UDPS, El Tshisekedi, Jean-Marc Kabound. Lamentablement échoué, et je ne peux pas comprendre l'assertion dite tout à l'heure par le gouvernement de redimensionner les forces de la MONUSCO ou carrément, en d'autres termes, diminuer l'effectif de la MONUSCO au Congo et de plaider pour que cette MONUSCO puisse aider à éliminer les forces négatives qui écument tout l'est du pays. Aujourd'hui, c'est même au centre. C'est un aveu d'échec et une contradiction flagrante. Et là, je pense que le gouvernement a lamentablement failli à sa mission de protéger les Congolais. Donc il ne faudrait pas dire un discours et son contraire. Redimensionner les forces de la MONUSCO et en même temps, cette MONUSCO doit nous aider à éliminer les forces négatives. C'est irresponsable. Donc je crois que nous étions déjà bien partis avec l'accord politique qui devait nous amener aux élections crédibles pour qu'il y ait véritablement une alternance dans ces pays. Parce que le mal congolais, c'est le régime de M. Kabila qui a failli dans tous les secteurs vitaux, notamment dans le secteur de la sécurité. Donc nous pensons que le peuple congolais, qui est le seul maître de son destin, pourra se décider d'un moment à l'autre, parce que notre position est claire. On ne peut pas accepter que M. Kabila organise de mauvaises élections avec un fichier truffé de plus de 10 millions de fictifs, avec une machine à voter qui est l'invention de M. Nanga et Kabila. Donc le peuple congolais a un choix à faire. Une question d'actualité, en ce moment vous parlez du gouvernement congolais, un bras de fer qui l'oppose au Rwanda, à l'Angola et pourquoi pas la France. Parce que le Rwanda propose un plan de sortie de crise à la RDC. Quelle est votre position par rapport à ce point de vue? Est-ce qu'on peut accepter qu'un pays comme le Rwanda puisse proposer un plan de sortie de crise d'un pays souverain comme la RDC? Mais ce même Rwanda dirige le pays par personne interposée dans ce pays. Vous ne savez pas, vous êtes journaliste. C'est le Rwanda qui a toujours dirigé ce pays. On a des officiers rwandais partout, des généraux rwandais qui gèrent notre armée, notre police, même nos services de sécurité. C'est paradoxal qu'aujourd'hui, les régimes de Kinshasa puissent se mouvoir lorsque le Rwanda hausse les tons. Nous pensons que ce pays a été toujours sous la coupe réglée du Rwanda et de M. Paul Kagame. Donc qu'une solution vienne du Rwanda, moi je ne crois pas, parce que nous savons tous ce qui existe entre nous et le Rwanda. Je ne veux pas entrer dans ces débats, mais je pense que la solution du Congo
proviendra du Congo et des Congolais même. Et c'est là, d'ailleurs, je ne m'en cache plus, notre position, c'est lui d'obtenir une transition sans Joseph Kabila, une transition qui sera gérée par un Congolais, mais pas de recettes en provenance du Rwanda, parce que nous savons comment tout s'est joué depuis l'entrée de l'AFDEL jusqu'à ce jour. Donc vous comptez plus sur les élections, c'est la transition sans Kabila. Écoutez, comment pouvez-vous parler des élections dans un pays où déjà le contexte politique est très crispé? Nous avons un accord que M. Kabila a dévoyé en toute impunité. Un fichier électoral truffé de près de 10 millions d'effectifs. Ça, vous êtes journaliste, vous avez suivi les rapports de l'OIF, 16,6% d'électeurs avec 0 empreinte. Pensez-vous que ça puisse être normal et que nous sommes des politiquement naïfs pour accompagner Joseph Kabila dans sa supercherie d'organiser une vaste fraude électorale? Non, nous sommes loin d'accepter pareille chose. Nous disons que force de constater tout ce que Kabila et la CENI sont en train de faire, la transition sans Kabila s'impose au peuple. Je pense que le peuple qui m'écoute en cette... Je ne voudrais pas que les gens disent « Oh non, les politiciens congolais sont toujours comme ça ». Moi, je ne voudrais pas, après les élections, appeler les gens à protester les résultats pour que ce même peuple soit tué. Je suis politicien, je vois loin, je me dis ces élections déboucheront sur une vaste supercherie et nous aurons encore nos larmes pour pleurer et des fils et filles que nous allons sacrifier face à ce régime cruel. Nous ne mettons pas sur la même longueur d'onde avec le monsieur dont vous venez de citer. Moi, je suis très clair. Parce que vous avez cité le Rwanda, je vous dis que les Rwandais et ceux qui sont ici sont pareils. Moi, je pèse bien mes mots. Mais je suis explicite en disant que la solution de la crise congolaise dépend des Congolais. Nous savons, au Congo, il y a plusieurs catégories de Congolais. Il y a ceux qui croient réellement au changement et un petit groupe, une poignée d'individus qui sont là pour jouir des richesses de notre pays aux dépens de véritables bénéficiaires qui sont le peuple congolais. Donc si Lambert Mende se retrouve dans cette petite poignée d'individus qui jouissent des richesses de ces pays, en observant le malheur des Congolais, en observant aujourd'hui le peuple congolais en train de mourir, il n'a qu'à se taire. Il ne peut pas parler au nom du peuple congolais parce que c'est lui la mère du peuple congolais, c'est lui qui tue le peuple congolais. Ici, je dis bien que la solution, c'est le Congolais dans une transition sans Joseph Kabila. Le message qu'a lancé le ministre Mende, est-ce que ça ne fait pas peur à l'opposition? Parce qu'il a tonné, il a parlé que vous l'avez suivi. Est-ce que ça vous arrange ou bien, ma foi, vous avez traité sur... Non, comment ça peut nous faire peur? Parce qu'il a l'habitude de baver aussi. Cela ne nous fait nullement peur. Je crois que le régime de M. Kabila est à la fin. C'est comme ça, on a vécu ça à l'époque de Mobutu. Ils sont allés tout droit vers la fin. Et je ne voudrais pas que la fin du régime de Kabila soit pareille à celle de Mobutu qui nous a encore mis en difficulté pendant 20 ans. C'est pourquoi j'appelle à la conscience des Congolais de ne pas laisser des intrus ou des opportunistes prendre le dessus et finalement regretter par la suite. Merci. Mon cher ami, moi je ne veux pas de l'hypocrisie. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va parler de l'application de l'accord? Nous avons beau crier, nous avions dit à son temps que l'accord n'était pas appliqué. C'est ces mêmes gens-là qui nous faisaient croire que Tchibala était de l'UDPS, que l'accord était appliqué à 90% et qu'il ne restait que la libération de certains prisonniers ou le retour d'autres. Aujourd'hui, quand ils disent que l'accord n'a pas été appliqué, je pense que c'est de l'hypocrisie. Nous devons faire des choses normales parce que cet accord a été adoubé par la résolution 2348 des Nations Unies en 2017. Qu'est-ce que l'ONU a fait? Qu'est-ce que ces grandes puissances qui sont membres du Conseil de sécurité ont fait pour que cet accord soit appliqué? Il a fallu passer des temps et aujourd'hui surgir que l'accord, il faut... Non, nous devons être corrects. Nous disons aujourd'hui que la seule recette qui soit plausible, la seule recette idoine dans ces pays, c'est la transition sans Kabila. Rien d'autre que ça. Vous venez de suivre la célébration de la journée internationale de casque bleu, une journée instituée depuis 29 mai 1948 dans la résolution 57-129 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Vous avez aimé la tranche, allez sur www.carmelmedia.info. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine fois. Captain, Excellency.